Laurent Anton, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez vu le jour, le 28 septembre 1962, si je suis bien informé, à Passy-sur-Eure, vous confirmez, c'est ça? Tout à fait, 28 septembre, c'est une date qui est importante pour ma naissance, bien sûr, mais aussi, je crois, pour la Guinée et Conakry en particulier, donc c'était un bon présage pour moi. Est-ce que l'évocation de cette date vous rappelle quelques souvenirs d'enfance? Non, quand on est, on n'a pas forcément de grands souvenirs, mais des souvenirs d'enfance, oui, jusqu'à 14 ans, puisque moi, je suis resté très longtemps dans mon village natal, et j'ai fait ma carrière de footballeur et d'entraîneur en partie dans ce village-là, où mon papa a créé le club de football. Ah, à Passy-sur-Eure. Tout à fait. Oui, votre carrière de footballeur a démarré en 1980, elle s'est achevée à la fin, justement, de cette décennie. Vous avez joué toute votre carrière dans le même club en qualité de défenseur. Comment ça se fait? Quasiment, quand c'est le club de votre famille, vous avez du mal à aller voir ailleurs, même si je suis parti une fois ou deux pour des niveaux, notamment en équipe de jeunes, des championnats de France, des U17 à l'époque, on appelait ça les cadets, dans d'autres clubs, mais j'ai fait la majeure partie de mon parcours dans le club familial, et tant en tant que joueur, entraîneur-joueur, et puis entraîneur rapidement, parce que c'était difficile de faire les deux choses en même temps. Mais pourquoi vous avez eu du mal à partir? C'est papa qui vous retenait? Non, mon papa a disparu avant que l'équipe que je dirigeais ne monte dans les grandes divisions, dans les bonnes divisions. C'est l'attachement familial, local. Quand on aime sa région, on a du mal à partir. Et puis quand on part, par contre, on part très loin. À quel moment vous avez su que vous pouvez être coach? Rapidement, vous savez, je crois que ça, c'est un peu dans les gènes. C'est comme un peu celui qui prend le brassard de capitaine. On a un petit peu ça en soi. On appelle ça un leader. On a une tendance à vouloir diriger les autres et puis peut-être aussi être écouté, voire respecté, dans le meilleur des cas, des autres joueurs, des partenaires, mais aussi des dirigeants. Et c'est comme ça qu'on prend en charge des responsabilités. Alors, vous passez entraîneur au sein de votre club de cœur, le club familial. Comment s'est passé vos premières armes dans cette équipe? Alors j'ai commencé avec les équipes de jeunes parce que quand on débute entraîneur, notamment vers 18-20 ans, rapidement à se diriger vers les formations. Vous savez que les formations sont importantes en Europe et en France en particulier. Donc je me suis mis très tôt, j'ai fait le choix des études dans un premier temps, par rapport à certains qui ont fait le choix de vouloir absolument devenir footballeur professionnel. Je n'avais sûrement pas les capacités d'être un grand joueur professionnel. J'étais un bon joueur amateur. Et rapidement, les formations, les diplômes. Et puis quand on entraîne une équipe, les résultats appellent les résultats. On montait de division en division jusqu'à la division nationale, qui est la 3e division en France, pour une petite ville de 5000 habitants. C'était déjà un exploit. Oui, mais après, vous décidez de quitter la France et de vous exiler au Qatar, si je puis m'exprimer ainsi. Pourquoi vous quittez le haut niveau? Vous auriez pu peut-être entraîner un grand club en France. Vous choisissez d'aller au Qatar. Alors, il faut savoir aussi qu'en France, en particulier, en Europe et en France en particulier, quand on n'avait pas été joueur professionnel, le parcours est un petit peu plus compliqué parce que les réseaux ne sont pas faits de la même façon et que quand on est entre joueurs professionnels, c'est un petit peu compliqué de pouvoir, pour un joueur amateur, se hisser au haut niveau. Et donc j'ai eu l'opportunité de partir, alors moi qui n'étais jamais parti, de partir très loin dans les pays du Golfe, au Qatar notamment, et d'acquérir une expérience internationale en côtoyant des entraîneurs de très haut niveau. Parce que j'ai eu la chance de côtoyer Bruno Metsu, pour lequel j'ai une pensée particulière depuis sa disparition, mais aussi Philippe Troussier, entre autres entraîneurs, de croiser des très grands joueurs, puisque en 2002, le Qatar avait vraiment une politique de recrutement de très grands joueurs, très grands entraîneurs. Donc de côtoyer des Pep Guardiola, qui étaient encore joueurs à l'époque, des Batistuta ou des Sonny Anderson, voire des Marcel Desailly, c'était pour moi très très formateur. D'ailleurs, vous avez quelque chose en commun avec Bruno Metsu et Philippe Troussier. Troussier a failli prendre la sélection guinéenne avant d'aller au Sénégal. Bruno Metsu a coaché le Sili national de Guinée. Alors, après cette expérience qatari, vous décidez de revenir en France? Oui, je reviens en France. Vous savez que les pays du Golfe sont très exigeants en matière de résultats. J'ai réussi à travailler 5 années là-bas, en passant dans plusieurs clubs, Al Gharafa, Al Rayyan, Alcor, que j'ai dirigé aussi en première division notamment, et puis de travailler au sein de l'équipe nationale. Bon, les dirigeants qataris ne sont pas des gens qui gardent les gens très longtemps en général. Et donc, au bout de 5 ans, avec l'éloignement familial aussi qui allait de pair, j'ai souhaité revenir dans mon club de cœur, qui a fait appel à moi. Et de nouveau, nous avons réussi une belle épopée avec des 32e de finale de Coupe de France et une accession encore en championnat national pour une petite ville de 5000 habitants, ce qui était un exploit.
Et puis, il y a le CELI national de Guinée qui intervient dans votre vie. Comment s'est noué ce contact? Comment êtes-vous arrivé en tant qu'adjoint de Luis Fernandez? Est-ce la fédération guinéenne qui vous a contacté ou c'est Luis lui-même? Non, Luis Fernandez m'a contacté. On s'était croisés au Qatar, parce qu'il avait fait une petite pige au Qatar. On avait gardé le contact. Bon, voilà, il a dû apprécier le travail que j'avais fourni auprès des différents entraîneurs. Il s'était renseigné notamment auprès de Bruno Metsu, de Philippe Troussier. Ce passé d'adjoint, qui est un rôle particulier, l'a séduit et m'a proposé, en venant à Guinée, de venir être son permanent sur place, puisque lui n'avait pas souhaité résider en Guinée et avait souhaité me détacher à Conakry pour observer le football national guinéen et superviser l'ensemble des joueurs locaux, notamment, qui était une demande de la fédération. Vous sentez-vous comptable de l'échec de Luis Fernandez à la tête du CELI? En partie, je ne vais pas assumer la responsabilité. Quand vous êtes adjoint, vous travaillez pour votre sélectionneur, vous assumez ses choix, vous essayez de travailler dans le sens, peut-être de temps en temps d'essayer de diriger, d'orienter peut-être certains choix en donnant son avis quand on vous le demande. Mais vous savez, quand vous êtes adjoint, vous êtes au service de la fédération et du sélectionneur qui vous rémunère. Mais pourquoi avez-vous décidé de rester après le départ de Luis? C'est lui quand même qui vous a convaincu à venir avec le CELI? Tout à fait. Lui a décidé d'arrêter un choix personnel suite au départ du président Salifou Camara qui l'avait retenu. Entre-temps, moi j'avais commencé à travailler avec les autres sélectionneurs et en particulier avec Mohamed Lapé Bangoura qui m'a fait venir auprès de lui pour suivre l'équipe du CHAN, les locaux qui ont fait la CHAN au Rwanda. Ce mois de travail, de préparation et les très bons résultats qu'on a obtenus avec cette demi-finale et cette 4e place un peu historique, je dirais, pour les locaux guinéens, nous ont rapprochés. Et quand le coach Lapé a été retenu pour être le nouveau sélectionneur, il m'a demandé de continuer à l'accompagner, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Oui, en 2 mots, tous les Guinéens ont été surpris du parcours du CELI national. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui vous a conduit en demi-finale du CHAN? Je pense que c'était un mélange d'expérience et de qualité de staff, en particulier, en plus des qualités du joueur, hein, parce que s'il n'y a pas de joueur, on peut créer tout ce qu'on veut. S'ils n'ont pas la qualité, vous pouvez prendre n'importe quel entraîneur, vous ne gagnerez pas. Mais en dehors de cette qualité-là, on a su associer la connaissance du football guinéen, que l'AP a forcément est un spécialiste, un expert en football guinéen, les rouages, les fonctionnements, le mental de ces joueurs locaux, et puis une exigence et quelque chose, un aspect de strict du travail, des horaires que le monde professionnel nécessite pour la réussite. Et moi j'étais un peu cependant là avec le kiné Albert Carvarek, qui aujourd'hui officie auprès du club de Oroya, et qui était aussi détaché sur la sélection en termes de médical. Et je pense que cette alliance entre la connaissance, les échanges avec les dialectes locaux du coach et de son staff, avec la rigueur, je dirais, l'exigence un peu qu'on a pu apporter de notre côté, ont fait que les joueurs ont pu s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes et donner une bonne place, même si encore aujourd'hui on a un petit peu des regrets, je pense qu'on aurait pu faire encore mieux. Oui, vous parlez de qualité du staff. Est-ce que cela veut dire que cette qualité, elle a manqué aussi l'IA sous l'ère Luis Fernandez? Je pense qu'il a manqué à l'époque une arrivée tardive et les matchs du Swaziland nous ont coûté très cher. Ce sont les 2 rencontres qui nous ont coûté très cher. Le reste du parcours a été, je pense, de qualité honnête, avec une victoire contre le Zimbabwe, un match nul contre le Zimbabwe, le Malawi, ça avait été bien géré. Vraiment, ce qui nous a fait défaut, c'est les matchs du Swaziland et sûrement une méconnaissance du milieu guinéen, et ça nous a coûté cher. Oui, si on vous demandait de nous comparer votre collaboration avec Luis Fernandez et celle avec Kamfori Lapé Bangoura, vous nous répondrez quoi? Elles ne sont pas comparables, parce que le parcours des 2 personnages est différent, la mentalité est différente, le caractère est complètement différent. Voilà, c'est aussi pourquoi le staff dont je fais partie, on doit s'adapter aux personnes à qui on a affaire. Les gens qui vous délèguent plus de responsabilités, il y en a qui vous en délèguent moins, il y en a qui il y a des moments où vous pouvez apporter votre avis quand on vous le demande. Si on ne vous le demande pas, vous ne le donnez pas, vous faites votre travail simplement. Oui, ça fait quelques mois maintenant que vous résidez en Guinée, vous devez avoir une idée du football guinéen, du championnat local. Oui, j'essaye de superviser le maximum de matchs, de rencontres aussi. Je me déplace un peu sur tous les terrains. Aujourd'hui, de Conakry, c'est un peu plus difficile pour moi d'aller à l'intérieur du pays, malheureusement. Mais je vois toutes les rencontres qui ont lieu au stade du 28, que ce soit sur l'annexe ou sur le terrain herbe. Et je vais visiter aussi les clubs lors de leurs séances d'entraînement pour nouer des contacts avec les entraîneurs et aussi les présidents, les dirigeants de clubs. Ça me semble important, bien connaître, mieux connaître les joueurs,
faire des petites annotations et des rapports donc, au sélectionneur Lapé qui me demande des avis sur tel ou tel joueur afin de préparer au mieux et de filtrer au mieux les meilleurs joueurs locaux afin de leur donner leur chance comme on a su le faire à la suite du CHAN où des garçons comme Ibrahima Sori, Sankon, Zidane ou Cantona, Alseni Camara ont pu intégrer l'équipe A, ce qu'ils n'avaient pas fait jusqu'à maintenant. Généralement, vous vous êtes contenté du rôle d'adjoint dans votre carrière d'entraîneur. Vous manquez d'ambition ou bien vous ne vous sentez pas capable de prendre une équipe première, une grande équipe? Non, j'ai déjà eu des équipes premières. Voilà. Après, vous savez, quand vous êtes numéro 1, vous prenez en charge les responsabilités qu'on vous donne. Il faut prendre les décisions. Je pense savoir les prendre. Mais je sais aussi me mettre au service des autres. Bon, après, c'est le caractère, le tempérament de chacun. J'apprécie ce travail-là. Je suis avant tout aussi un formateur. Donc, j'aime beaucoup les équipes de jeunes. Donc, je vais aussi beaucoup sur les équipes de jeunes. J'ai beaucoup aidé le staff des U20 là, depuis les 3 derniers mois, le coach Gaucher et puis le coach Manjou, lors de les séances qui m'ont demandé d'intervenir. Et aujourd'hui, je suis au service aussi des cadets qui préparent leur CAN. Donc, je suis là où on me demande. Je suis engagé via la fédération par la paix. Et donc, là où il y a des besoins, je suis à temps plein à Conakry. Donc, je ne vais pas rester chez moi. J'aime aller sur les terrains et apporter aux équipes de jeunes. Hier, j'étais par exemple au camp Saint-Maury pour entraîner et donner un petit coup de main à une équipe féminine. Voilà, donc, derrière le camp, côté mer. Voilà, sur le terrain, comment côté mer. parvenez-vous à concilier votre vie professionnelle qui vous conduit aux 4 coins du monde à votre vie familiale? Alors, moi, j'ai des enfants qui sont grands, qui font des études, donc ils ne sont plus à la maison, ils n'ont plus besoin d'être dorlotés. Et mon épouse est assez indépendante comme moi, donc voilà, on se voit régulièrement, mais on n'est pas du genre à passer 24 heures sur 24 ensemble. On a un peu chacun notre vie, je dirais, professionnelle, et voilà, ce rythme-là nous va bien, mais on est très content de se retrouver. Je sais que vous connaissez tous les stades de Conakry, pratiquement tous les petits terrains, on vient d'en avoir la preuve, mais est-ce que vous connaissez également Conakry by Night? Alors, Conakry by Night, oui, quand il fait chaud, il faut sortir un petit peu, et puis il faut aussi se changer les idées. Donc j'essaye. J'essaye de suivre les guides et entre guillemets les chefs de quartier que j'ai pu côtoyer, qui sont kinés ou qui sont dirigeants de clubs et qui n'hésitent pas à me faire, même surtout entrer dans les familles. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les relations humaines. Donc, aller dîner chez un ami, rencontrer sa famille, les petits, les neveux, etc. Ça me plaît beaucoup. Merci Laurent Hatton. J'espère que vous parlez quelques mots de Soussou de Poulard de Maninka. Alors, quelques mots de Soussou. Hein, j'ai essayé avant tout de me mettre sur ce dialecte-là parce que c'est... Qu'est-ce que vous avez appris déjà? Les mots de courtoisie tous les jours. Comment ça va un petit peu d'Undrud. Voilà, Tanamori, Tanoyomori. Bon, toutes les formules de politesse, j'essaye de les appliquer. Merci Laurent Hatton. Merci à vous, merci à vous.